Le journal. Bonsoir à tous, les titres du journal. Première rencontre physique entre Rose Christiane Osuka Raponda et quelques membres de son gouvernement au lendemain de sa déclaration de politique générale. L'éducation nationale était le principal point inscrit à l'ordre du jour. Travaillons ensemble pour prévenir le suicide, c'est le thème de la journée mondiale de prévention du suicide qui sera célébrée ce 10 septembre à travers le monde. Et puis, ouverture hier à Lambaréné du stage de formation des journalistes sportifs organisé par la Fédération gabonaise de football FEGAFoot. L'actualité sportive de ce journal portera la griffe de Tony Ruffin Mavouroulou. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Bienvenue à cette principale édition d'information de la soirée sur Radio Gabon, la référence. En ouverture de ce journal, séance de travail ce jour à la primature entre le Premier ministre, chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka Raponda et certains membres du gouvernement. Au sein des échanges, l'état des lieux des questions liées à l'éducation nationale. Compte rendu, Ryan Nziengi. Faire le point sur des sujets relatifs à l'éducation nationale avec une forte orientation sur les infrastructures était le point inscrit à l'ordre du jour de cette séance de travail entre Rose Christiane Osuka Raponda et les membres du gouvernement concernés par cette question. Professeur Patrick Mugiama Daouda, ministre de l'Éducation nationale. On a des déficits en salle de classe, donc il s'agissait de voir avec le Premier ministre les différentes stratégies qui sont mises en place pour essayer de résoudre cette question importante de sureffectif dans nos établissements. Pour l'année académique 2020-2021, le programme est clair, les dates sont fixées et restent inchangées à ce jour, d'où l'accélération des chantiers en cours. La rentrée de classe, pour ce qui concerne l'administration, aura lieu le 26 octobre et pour la reprise des cours effectifs le 9 novembre. Donc il y a un certain nombre de chantiers qui sont en cours pour faire en sorte que la rentrée se passe au mieux, notamment au niveau des infrastructures. Tenant compte des contraintes structurelles et conjoncturelles, le gouvernement de la République prend parfaitement la mesure de la situation en étudiant toutes les hypothèses possibles. La pandémie est encore là et nous oblige à avoir des mesures de sécurisation sanitaire. Quand on corrèle ça à la question des sureffectifs dans les salles de classe, c'est pas toujours évident. Donc nous avons étudié un certain nombre d'hypothèses pour faire en sorte que nous parvenions à résoudre cette question-là, au moins partiellement, sinon totalement. Pour le ministre de l'Éducation nationale, pas de doute à avoir quant à la poursuite des travaux en cours. Le Premier ministre a pris ses responsabilités. Le président de la République a donné des très hautes instructions pour que la question des infrastructures soit résolue, pour que les enfants apprennent dans les meilleures conditions. Le ministre du Budget était là, le ministre de l'Économie était là. Donc, sur instruction de Madame le Premier ministre, ils vont faire en sorte que, effectivement, les budgets soient mis en place. Notons que cette reprise de cours se fera en prenant en compte toutes les conditions de sécurité sanitaire maximales, tant pour les élèves que pour les enseignants, car l'éducation constitue l'une des priorités du chef de l'État. Direction le Conseil économique, social et environnemental. Là-bas, on parle de la poursuite des travaux de la deuxième session ordinaire de cette institution avec l'audition ce mercredi de quelques membres du gouvernement sur la thématique comment réconcilier les impératifs de sécurité alimentaire face à la pandémie de la Covid-19. Parmi les ministres auditionnés, Guy Patrick Obiandon, ministre de la Santé. Le point avec Bernadette Zan-Eyi. Devant les membres du Conseil économique, social et environnemental, le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiandon, s'est plus de 2 heures d'horloge expliqué sur la situation épidémiologique de la COVID-19 dans notre pays et les différentes mesures prises pour faire face à d'autres maladies infectieuses qui pourraient survenir. L'institution qu'est le Conseil économique, social et environnemental, c'est une institution qui donne son avis sur les questions économiques, sociales et sanitaires. Il était bien qu'en qualité de ministre de la Santé, je puisse leur faire un exposé sur la situation épidémiologique de la Covid-19 dans notre pays. Les échanges ont été fructueux et les conseillers
membres du CESE m'ont donné beaucoup de conseils, m'ont donné des recommandations fortes qui nous aideront à pouvoir améliorer, à pouvoir réajuster la stratégie de riposte contre la COVID-19 dans notre pays. Sur la préoccupation des conseillers relative au manque criard d'infirmiers formés dans les structures sanitaires de l'intérieur du pays, le ministre de la Santé rassure. Lors du discours du président de la République, son discours à la nation, il a annoncé l'ouverture d'une école de formation des infirmiers. Et par ailleurs, le président de la République nous a demandé d'accélérer les travaux de réhabilitation de centres de formation de Mouila. Et avec l'INFAS, nous avons aussi un programme de formation. Donc, je crois que ce problème est en train de trouver des solutions pour que très rapidement, nos structures sanitaires puissent avoir des ressources humaines de qualité nécessaires pour pouvoir améliorer la qualité de l'offre de soins des populations. Notons qu'après les auditions ce mercredi des ministres de la Santé, de l'Agriculture et du Commerce, d'autres membres du gouvernement sont attendus jusqu'au 11 septembre prochain. De son côté, le ministère de la Communication et de l'Économie numérique a procédé ce matin avec la Banque mondiale au lancement du concours plan d'affaires, objectif étant la promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes dans le souci de répondre à la problématique du chômage et le temps-emploi chez les jeunes. Ce concours qui démarre ce 9 septembre 2020 prend fin le 31 octobre prochain. Ray Moussavou de Santa Fe. Le concours plan d'affaires dénommé e-Startup Challenge s'inscrit dans le cadre des activités du projet e-Gabon dans sa composante 2. C'est une compétition nationale qui prime les meilleurs business dans tous les secteurs d'activité en rapport avec le numérique. Raphaël Mezuminsa, directeur général de l'économie numérique. Le projet e-Gabon est une matérialisation de la vision politique de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Elle inscrit dans son projet de société le plan stratégique Gabon émergent dans le pilier numérique du Gabon des services. Dans cette vision, le chef de l'État vise à inscrire l'éthique au cœur de la transformation économique de notre pays afin de faire de notre économie une économie compétitive et du Gabon un État moderne à l'horizon 2025. L'objectif ici est de faciliter notre quotidien en simplifiant au maximum les démarches administratives, en rendant disponibles les services d'État, tout en tout lieu, en tout temps et avec efficacité accrue. Ce concours dure 8 semaines et propose un programme d'accélération et d'appui aux startups et aux entreprises existantes depuis au moins 2 années, avec pour objectif global d'avoir un impact concret sur la création et le développement d'entreprises numériques ayant un fort potentiel de création d'emplois. Dr Christian Zengue-Peignet, chef de projet, concours, plan d'affaires. De façon générale, les objectifs de ce projet ou de ce concours sont 1. Encourager l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans le numérique, former les jeunes au numérique et à la gestion des entreprises, susciter et encourager l'innovation, permettre le démarrage des meilleurs produits et enfin soutenir l'accès aux marchés nationaux et internationaux. De façon plus spécifique, nous ambitionnons de sensibiliser près de 2000 jeunes, de primer 20 projets sur les 2 éditions du concours, d'accompagner au moins 30 projets, de créer au moins 10 entreprises. Les gagnants partageront une enveloppe de 300 millions de francs CFA et bénéficieront d'un accompagnement de 12 mois dans un incubateur. L'émission Gabon Echo reçoit ce jeudi 10 septembre Jaurès Edundan, expert en relations internationales. L'homme revient ici sur les défis de la CEEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Voici un extrait en avant-première de cette émission. La réforme institutionnelle à CEEAC ordonnée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC réunie à N'Djamena au Tchad le 25 mai 2015. Donc c'est à partir de 2015, lors de cette rencontre très fructueuse, où les chefs d'État ont décidé comme ça de pouvoir mettre en place un comité. Et ce comité-là qui avait pour mission de rénover l'architecture institutionnelle exécutive de la CEEAC. Et le président Ali Bongo Ondimba a été mandaté par ses pairs à coordonner véritablement avec maestria cette réforme institutionnelle. Un comité de pilotage avait été mis en place, donc ce sorti des travaux contenus dans ce conclave-là, notamment s'articuler autour de 3 points. 1. Présentation du rapport des travaux du CTE dans le comité technique des experts. Le deuxième élément, c'est l'examen du projet de texte révisant le traité institution la CEEAC, dans le projet
projet de texte ainsi validé avait pour ambition la mutation, de muter tout simplement le secrétariat général de la CESC en commission composée de 7 commissaires, y compris le président et le vice-président. Et l'autre élément contenu dans ce comité-là, c'est l'examen du projet du plan d'action pour la mise en place de la réforme. Donc il y a un travail de fond qui avait été élaboré, qui a été adopté en décembre 2019. Il y a eu une mutation du secrétariat général de la CRC à la commission du simple fait qu'on voulait mettre en place un organe qui aura un peu plus de légitimité et la légalité, dans la mesure où les membres de cet organe-là sont désignés par les pairs. Donc ça fait en sorte qu'ils ont un peu plus de force pour mettre véritablement en œuvre ce processus d'intégration sous-régionale. L'émission Gabon Echo, c'est ce jeudi 10 septembre à 10h05 et rediffusion à 20h avec Gérard Maléco et Fabien Guy au Kinvélé. Direction l'intérieur du pays à Oyem dans la province du Wellington pour parler de cette visite de la délégation de la KESTAB qui vise à relancer l'économie par la promotion de la culture du cacao et du café. Au centre de cette visite, la désinfection des plantations pilotes de café et de cacao. Cette descente de terrain s'est effectuée avec le gouverneur de province Jules Dieki. Firmin Elibian Mesui. C'est une opération phytosanitaire qui répond parfaitement aux attentes des agriculteurs de la filière cacao-café de la province du Wellington avec pour emprise significative l'amélioration de la qualité et de l'augmentation de la productivité. 400 hectares seront pulvérisés avec échéance de 3 mois par an. Le directeur général des KESTAB situe justement l'importance économique de cette opération d'envergure provinciale. Prosper Mboussou. Je vous invite à un travail sérieux, à une franche collaboration avec les techniciens de notre institution. Réservez-leur un accueil très chaleureux tout au long de cette délicate mission. Ils auront à traiter un peu plus de 400 hectares pour plus de 600 planteurs sur l'étendue de la province du Wellington. Chers planteurs, vous avez réclamé la lutte phytosanitaire depuis des années. La KESTAB a reçu les instructions de la plus haute autorité. J'ai cité le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Et ce jour de lancement en est la matérialisation. Un véritable ouf de soulagement exprimé par les agriculteurs. Agathe Okom, présidente de la coopérative agricole de Mbana Ndama. Je suis beaucoup contente parce que cela me fait aujourd'hui 20 ans que j'entretiens cette cacaoyère et c'est la première fois que la caisse cacao vient pour des luttes phytosanitaires dans ma cacaoyère. Je peux dire même chez tous les planteurs de cacao, nous avions réclamé cela. Au-delà de cette opération, une perspective prévoit la transformation locale de cette matière au profit d'une main-d'œuvre, mieux facteur d'employabilité des jeunes Gabonais sur le chemin de retour. Pour Radio Gabon, la référence Firmin Elibian Mesui. Le gouvernement, par le biais de ses bras séculiers comme la KESTAB, compte accompagner certains planteurs. La province du Wellington s'est toujours illustrée par le développement de la culture du cacao et du café. Écoutons le gouverneur de la province du Wellington, Jules Dieki, au micro de Firmin Elibian Mesui. Malgré la prédominance de la Covid-19, il y a également d'autres types de parasites. Le développement économique passe également aussi par l'accompagnement des planteurs pour le secteur qui nous concerne. Et cet accompagnement, c'est cette lutte phytosanitaire qui va nous amener à améliorer la production. Si j'ai tenu à être présent dans cette activité, c'est bien pour montrer l'intérêt, non seulement du gouvernement, mais également aussi de la vision du président de la République. Vous savez qu'un des aspects, c'est la diversification de notre économie, et cette diversification passe par de nouveaux créneaux également. Et le secteur rural, à travers la production à la fois du café et du cacao, me paraît fondamental. Cela me permet aussi de faire un clin d'œil un peu à l'histoire. Il ne faut pas oublier que ce pays, notamment cette province, a été beaucoup marqué par une économie qui reposait sur ces deux produits. Donc ce pan de l'histoire est assez intéressant et l'activité d'aujourd'hui nous montre que on peut puiser par le passé un certain nombre de ressources pour une bonne projection économique sur l'avenir. Le grand dossier de cette édition d'information, la célébration dans sa 18e édition de la Journée mondiale de la prévention du suicide, avec pour thème « Travaillons ensemble pour prévenir le suicide ». Au Gabon, pas d'événement à ce sujet, mais Carolina Soumomombe nous donne quelques informations sur cette journée spéciale. À l'échelle mondiale, on estime qu'un suicide a lieu toutes les 40 secondes
et une tentative toutes les 3 secondes, ce qui correspond à 1 milliard de suicides chaque année. Et le coût économique se chiffre à 1 milliard de dollars. La Journée mondiale de la prévention du suicide, instituée par l'Association internationale pour la prévention du suicide en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, vise à sensibiliser nos communautés à l'ampleur du problème et aux façons de le prévenir. Car le suicide est la seconde cause de mortalité chez les 15 à 29 ans après les accidents de la route. 79% de tous les suicides ont lieu dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. L'Afrique n'est pas épargnée par ce phénomène. L'Organisation mondiale de la santé dégage un taux moyen de 12 suicides pour 100 habitants, taux qui est de 10,5 au niveau mondial. Fait remarquable, en moyenne, les hommes africains se suicident nettement plus que les femmes. Les méthodes les plus courantes pour mettre fin à leur jour sont la pendaison, l'auto-empoisonnement par les pesticides et les armes à feu. Le thème de cette édition 2020, Travaillons ensemble pour prévenir le suicide, exprime le besoin de se mettre en action, action qui peut prendre différentes formes et à la portée de tous, notamment la formation des professionnels, implantation de réseaux de sentinelles avec un objectif commun, celui de réduire les décès par suicide. Au Gabon, depuis un certain temps, on enregistre plusieurs cas de suicide par pendaison. En dernière date, le cas de suicide d'un homme de plus de 50 ans dans la zone d'Ovando. Et puis, à l'occasion de cette journée préventive sur le suicide, Ahmad Beni Evaka est allé à la rencontre d'un psychologue pour comprendre ce phénomène et ses pistes de solutions. Reportage. Entre mort naturelle, meurtre et accident, il y a le suicide. Dans notre pays, le phénomène est en pleine croissance. En moyenne, 2 personnes sur 5 se suicident, selon un sondage réalisé par notre rédaction. Pour les scientifiques, il s'agirait d'une souffrance psychologique qui manque de ressources dans le principe de la réalité. Dr Mudjegou Tessa, enseignant-chercheur et maître assistant en psychologie à l'université Omar Bongo. Lorsque la personne se retrouve devant une situation qui dépasse tout rendement, la personne choisit le suicide. Pourquoi? Mais parce que s'il faudrait interpréter le suicide, c'est pratiquement un retour dans la matrice. Et lorsque la personne n'arrive pas à faire face à tous ces aléas, la personne fait preuve donc de quoi? D'une forme de repli sur soi, une forme de retour à la source. Et la source, c'est quoi? C'est la matrice. Pour se dire de façon psychologique, je retourne dans le ventre de ma mère. Pour ce psychologue, l'une des thérapies pour éviter de tomber dans le piège du suicide est l'expression orale. En cas de souffrance, il faudra parler. Le dialogue ou encore le fait de parler, c'est une forme de thérapie qui nous permet donc de pouvoir évacuer toute la pression que l'on peut avoir. Parce que la seule consolation psychologique que l'on peut avoir, c'est de se poser la question de savoir est-ce que mon degré de souffrance dépasse celui de l'autre. Une fois qu'on arrive à répondre à cette question, je pense qu'on peut se confier, on peut en parler et quelque part, on peut se sentir bien. Et comme le disait le journaliste et écrivain français Guy de Maupassant, le suicide est la force de ceux qui n'en ont plus, l'espoir de ceux qui ne croient plus, le sublime courage des vaincus. Fin de citation. Il est à noter qu'il existe plusieurs formes de suicide, la pendaison, se couper les veines, se jeter au-dessus d'un pont, se mettre une balle dans la tête. Bref, la liste est longue. Alors, quel message renvoient ces différentes formes de suicide, notamment celui de la pendaison? Le docteur Mudjegou Tessa, enseignant-chercheur et maître assistant en psychologie à l'université Omar Bongo, nous répond au micro d'Ahmad Beni Evaka. S'il faut parler par exemple de la pendaison, ce type d'acte est souvent observé soit en milieu familial ou encore en milieu professionnel. La personne se pend dans son bureau pour exprimer une forme de souffrance généralisée. Cela peut être une conséquence due au burn-out, donc à un épuisement professionnel tel que lorsque la personne a bénéficié ou a été victime, donc non seulement des injustices, non seulement d'une mauvaise reconnaissance ou encore d'un mal-être profond, alors cette personne décide de passer à l'acte qui est le suicide. Sur le plan domestique, c'est la même chose. Nous sommes là dans la phase de la pandémie de la Covid-19. Est-ce que vous imaginez combien de familles souffrent actuellement? Par quoi? Par manque de revenus, par perte d'emploi. Les personnes qui sont pratiquement engagées dans certains crédits, par exemple, ou encore dans la gestion quotidienne de leur foyer, se trouvent dans une forme d'engrenage où ils ne peuvent pas faire face à tous ces aléas. Ces personnes choisissent donc la voie la plus facile, qui est pratiquement partir et laisser tout derrière soi. Selon les hommes de Dieu, le suicide serait la résultante d'une âme perdue. Écoutons Luc Ondiasuna de la Maison des Bâtisseurs, joint au téléphone par Nick Jocelyn Nfuba.
Lorsque l'on assiste à des suicides en cascade, eh bien, cela veut dire qu'au sein de notre société, il y a de plus en plus de personnes qui ont des problèmes avec leur âme. Il y a de plus en plus de gens qui ne sont pas heureux. Les gens sont de moins en moins heureux. Les gens sont de plus en plus frustrés par les différents problèmes et défis qu'ils rencontrent au quotidien. La parole de Dieu nous montre que lorsque quelqu'un décide d'intenter à sa vie, c'est suite au fait qu'il a vécu une oppression dans son âme. Ça peut être dû à une dépression, ça peut être dû à une oppression spirituelle, ça peut être dû à une oppression démoniaque, ça peut être dû à un stress très très élevé. Peu importe la raison, ce qui conduit une personne à poser cet acte-là, c'est parce que tout simplement, spirituellement, il se retrouve à un pic de stress et de dépression qui le pousse à poser un acte de s'auto-enlever la vie tout simplement, en se disant que c'est la solution. Au regard de la parole de Dieu, il n'est pas écrit noir sur blanc que lorsqu'un homme se suicide, il va aller en enfer. Mais lorsqu'on étudie la parole de Dieu, il est clair que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un homme mette fin à sa vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un homme meure en se suicidant. Et quelqu'un qui met fin à sa vie court le risque d'aller en enfer. C'est ça la triste vérité cachée derrière. On parle éducation pour la suite de ce journal. À quelques heures de la proclamation du second tour du baccalauréat session 2020, la rédaction de Radio Gabon a fait un focus sur l'état d'esprit de la petite Sarr, admissible élève de la série D à l'attente du verdict final. Le portrait est signé Edgar Kaba. Elle est en série D, le regard serein, elle n'a que 18 ans. La petite Sarr a réussi à franchir le palier du premier tour. Elle est admissible. Assise aux côtés de quelques camarades, Sarr nous parle de sa traversée et nous fait vivre ce qu'il y a dans son cœur avant la proclamation du dernier tournant du baccalauréat session 2020. Et embraye aussi sur ses projets pour l'avenir, si ses résultats s'avèrent positifs. Au second tour, vous avez pris quelle matière? Mathématiques et sciences de la vie de la Terre. Je suis curieuse de connaître mon résultat. Je stresse un peu, mais pas comme au premier tour. Je crois en moi, sinon je ne peux rien faire. J'ai envie de faire des études de médecine et ouvrir une clinique si possible. Parce qu'on a toujours besoin de soins sanitaires, ça ne manque jamais. Et c'est un domaine qui ne va jamais périr, donc c'est le meilleur. Des ambitions constructives au bout des lèvres de la jeune fille. L'actualité hors de nos frontières, c'est avec vous, Pakita Lofdilebou Mabika. Bonsoir. Bonsoir, Rokia. Au Mali, le comité d'experts a remis ses travaux à la junte. Nommé pour faire la synthèse des propositions et dégager une ligne directrice après les premières concertations de 2 jours prévues pour tabler sur le sort du pouvoir au Mali, le comité des experts a rendu ses travaux ce mardi 8 septembre à la junte. Ce sont au total 2 documents dont une feuille de route et une charte qui ont été élaborés par la vingtaine d'experts et remis au conseiller juridique de la junte Youssoufou Koulibaly. Ces documents n'ont pas encore été rendus publics, mais d'ores et déjà on peut vous dire qu'on y retrouve des propositions pour dessiner les contours de la transition, a soufflé l'un des experts. En Côte d'Ivoire, le zoo d'Abidjan a été fermé par les autorités après l'évasion d'une hyène. On finit cette page internationale par un fait tout de même insolite. Le zoo d'Abidjan a été fermé par les autorités après l'évasion mardi d'une hyène, dernier épisode d'une série de problèmes touchant le parc. La hyène s'est échappée de son enclos pour débouler dans le quartier de Las Palmas, voisin du zoo, circulant entre les immeubles et les voitures, occasionnant ainsi un trouble spectaculaire sans pourtant blesser quelqu'un. Les autorités se saisissant de l'affaire ont décidé de faire un audit complet du dit zoo afin de comprendre les problèmes récurrents de ce zoo. Merci Pakita Lofdilebou Mabika. Nous voici en sport, c'est l'affaire de Tony Rufem Mavouroulou. Bonsoir Tony. Bonsoir Rokia, bonsoir à tous et à toutes. Nous ouvrons l'actualité sportive de cette édition d'information avec l'ouverture hier à Lambaréné du séminaire de journalistes sportifs locaux organisé par la Fédération gabonaise de football FEGAFOOT. Ce séminaire se poursuit ce matin avec comme thème les systèmes de jeu du football. L'animateur de ce module n'est autre que le directeur technique national Raphaël Nicodème Nzambe, que nous écoutons, propos recueillis par David Hervé Marina. C'était qu'il soit capable de pouvoir comprendre qu'un système de jeu, c'est, n'est-ce pas, le positionnement des joueurs dans le terrain, plutôt que de penser que c'est autre chose. C'est 2 systèmes de jeu, un 4-4-2, c'est-à-dire 4 défenseurs, 4 milieux de terrain et 2 attaquants. Les 2 attaquants peuvent être sur les côtés, comme ils peuvent être dans l'axe. Les 4 milieux de terrain peuvent être sur tout le terrain, et avec 2 qui sont récupérateurs et 2 qui évoluent sur les côtés. Et ils peuvent aussi être en losange, c'est-à-dire un devant, en soutien des attaquants, et puis 2
en intermédiaire et un qui joue comme vraiment milieu des défenseurs, je veux dire des milieux de terrain. Ils peuvent être en losange, ils peuvent être, n'est-ce pas, sur toute la largeur du terrain, comme ils peuvent aussi être avec deux qui défendent et puis deux qui attaquent également sur les côtés. Le cas des Panthères du Gabon, ils jouent avec quel système? Nous jouons avec en 4-3-3. La particularité, c'est qu'ils se muent de temps en temps en 4-4-2 parce que quand nous sommes en phase défensive, généralement, il y a un autre attaquant qui s'intègre en milieu du terrain pour défendre, que ce soit l'attaquant à gauche ou l'attaquant à droite, selon le côté où se joue le ballon. La journée d'hier a été marquée par l'exposé sur la médecine sportive, le point depuis Lambaréné avec l'un des séminaristes, Hervé David Marina. 2 heures d'horloge ont suffi au docteur Cyril Mouyopa, cardiologue et président de la commission médicale de la Fédération gabonaise de football, d'édifier les journalistes sportifs sur l'importance du bilan médical en début de saison. Chaque année, il y a une bonne catégorie de nos sportifs qui ne font pas de bilan. Et malheureusement, quand ça arrive, c'est souvent dramatique que un joueur qui n'a pas fait de bilan et qu'il présente un malaise sur un stade et meurt. Vous savez, c'est tout un drame. Depuis quelques années, le football gabonais enregistre des décès en cascade des joueurs sur un terrain de football. Les causes des accidents sont liées à l'existence d'une pathologie. C'est ce qu'on appelle des facteurs de risque de mort subite. Ce sont ces anomalies, que ce soit sur l'électrocardiogramme, qu'on appelle ECG, ou bien que ce soit sur le cœur à travers l'échographie cardiaque. Quand elles existent, les cardiologues et les autres médecins doivent s'asseoir pour savoir s'il y a un risque de mort subite ou pas. Au terme de ce module sur la médecine sportive, quelques journalistes livrent leur impression. Charles Ogoula, des Gabon Télévision, et Paul Jocelyn Badinga, des Gabon Sport Events. Il faut avouer que c'était un très bel exposé qui nous a vraiment enrichi. Les examens avant saison sont très utiles. Nous souhaitons aussi à la longue que les dirigeants du football gabonais puissent aussi suivre dans ce domaine. Venu nous expliquer ces faits que nous avons vécus en tant que journalistes, les morts par exemple des joueurs sur le terrain. Il fallait pertinemment que chacun de nous aille en profondeur sur les raisons. Pourquoi on en arrive là? Ça m'a permis aussi d'enrichir ma connaissance sur les conditions prévues par la FIFA et la CAF par rapport à la pandémie du Covid-19. Pratiquer le sport, c'est bien pour notre santé. Faire le bilan médical avant chaque saison est vital. En vue de préparer en toute sérénité la double confrontation 3e et 4e journée des rencontres de groupe D entre les Panthères du Gabon et les Scorpions de Gambie, comptant pour les éliminatoires de la 33e édition de la CAN Cameroun 2022, la sélection gabonaise en amical affronte dimanche 11 octobre prochain aux Pays-Bas les écureuils du Bénin, quart des finalistes de la dernière CAN 2019 en Égypte. Le sélectionneur Patrice Neveu pourrait communiquer la liste au plus tard le 23 septembre prochain pour un début de mise au vert prévu pour le 5 octobre. Tony, peut-être vers un nouveau report des demi-finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF. Censés se dérouler au printemps, ces matchs avaient été perturbés par la pandémie de coronavirus et reportés à la fin septembre, début octobre par la Confédération africaine de football. Mais l'évolution défavorable de la situation sanitaire risque de déboucher sur un nouveau report. Les 6 et 8 clubs encore en lice, en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération africaine de football, se sont prononcés en faveur d'un report, à l'exception des Égyptiens, de Zamalek et Pyramide. Et la commission des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football aurait proposé un report des demi-finales au 21-22 novembre 2020. Tony, l'Europe a vibré hier au rythme de la 2e journée des éliminatoires de la Ligue des Nations de football. Tout à fait, avec la victoire de l'équipe de France face à la Croatie 4-2 avec les débuts reçus du jeune milieu de terrain de Rennes d'origine angolaise Eduardo Camavinga, qui devient le 2e plus jeune international français à 17 ans. Dans l'autre rencontre de cette poule C, le Portugal a battu la Suède 2-0, doublé de Cristiano Ronaldo. La 3e journée qui se disputera en octobre prochain s'annonce explosive avec le duel France-Portugal. Les deux pays sont en tête avec 6 points. Voici du reste le résultat des autres rencontres disputées hier. L'Arménie qui bat l'Estonie 2-0. La Croatie et la Macédoine se neutralisent un but partout. La Belgique concasse l'Islande 5-1. Contre-performance de l'Angleterre devant le Danemark 0 but partout. Victoire de l'Azerbaïdjan en terre chypriote 0 but contre 1. Victoire également du Monténégro au Luxembourg 1-0.
Tony Ruffin Mavourlou du service des sports. À présent, le rappel des titres. Première rencontre physique entre Rose Christian Osuka Raponda et quelques membres de son gouvernement au lendemain de sa déclaration de politique générale. L'éducation nationale était le principal point inscrit à l'ordre du jour. Travaillons ensemble pour prévenir le suicide. C'est le thème de la journée mondiale de prévention du suicide qui sera célébrée ce 10 septembre à travers le monde. Et puis ouverture hier à Lambaréné du stage de formation des journalistes sportifs organisé par la Fédération gabonaise de football FEGAFoot. L'actualité sportive de ce journal a porté la griffe de Tony Ruffin Mavourlou. Fin de cette principale édition d'information de la soirée préparée par l'ensemble de la rédaction de Radio Gabon La Référence, mise en onde Ulrike Lonka, au montage Shelly Maneya, à la réalisation Fabien Guy Okinvele. Je suis Rokia Monimé, merci de nous avoir suivis. À demain. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.